de court-métrage, documentaire. Bienvenue sur Facebook. Alors, je m'appelle Pierre-Mathieu Fortin, je suis le producteur studio documentaire de l'ONF et j'ai le bonheur de t'accompagner de nos créatrices et créateurs des films de La Courbe, Au-delà de la Courbe, que vous avez eu le plaisir de visionner, j'espère. Petite mise en contexte, en fait, donc l'an dernier, on s'en rappelle tous, au mois de mars, on s'est retrouvé subitement, le monde entier, et particulièrement le Québec, en confinement dû à la COVID-19. Personnellement, ça donne que j'ai intégré l'équipe de l'ONF donc en janvier l'an dernier, et en mars, j'étais au festival de court-métrage Regard à Chicoutimi, un festival de court-métrage internationaux, avec beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai vu devant moi le festival, en fait, un peu s'effondrer parce que les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement ont fait en sorte que l'événement, en plein milieu du festival, a dû fermer ses portes. Et là, je me disais, bon, ben l'équipe de documentaire de l'ONF, c'est notre travail, en fait, de mettre en image, de capturer ce qui se passe sur le territoire du Canada et dans mon cas, le Québec en particulier. Puis je me suis dit, ben c'est quelque chose d'unique qu'on est en train de vivre collectivement. On vit vraiment quelque chose de dramatique, de particulier, qu'on doit absolument souligner. Et donc, avec l'équipe du studio, avec toute l'équipe de l'ONF, on a mis ensemble cette initiative-là qu'on a appelée collectivement La Courbe. Donc, sur le site de l'ONF, sur onf.ca, /La Courbe, vous pouvez voir en fait l'ensemble des films qui ont été produits par tous les studios de l'ONF à la grandeur du pays. Donc d'un océan à l'autre. Mais en particulier, ce soir, ce qui nous occupe, c'est les initiatives qui ont été faites par le Studio du Québec. Et donc, la façon dont on a démarré le processus, je voulais m'assurer que les films allaient raconter non seulement le confinement, mais en fait, au-delà de ça, et comment sur le territoire du Québec, on allait vivre non seulement l'impact du confinement, mais l'impact réel de cette pandémie, et à travers des visions d'auteurs, d'autrices, à travers des visions particulières, et non pas comme des reportages. Donc, on est toujours bombardé de reportages, de nouvelles, de données, de chiffres, à un point tel que cette pandémie-là et l'impact sur les gens parfois finissait par devenir quelque chose d'un peu abstrait, d'un peu obtus. Donc, je voulais m'assurer que les créateurs, les créatrices avaient la possibilité de réfléchir à leurs idées, de réfléchir à leur façon de poser leur regard de documentariste sur cette situation-là. Donc, dès le départ, on a initié des études qu'on appelle, qui sont en fait la possibilité pour les créateurs et créatrices de proposer des idées. Et donc, on a tendu la perche à 15 créateurs, créatrices de documentaires pour nous proposer des idées par écrit. Parce qu'aussi, il faut se rappeler et se remettre en position qu'en mars l'an dernier, c'était une situation assez unique où on s'est vraiment retrouvé confiné chez soi face à une pandémie sans nom. Comme quelqu'un disait dans le film de Nicolas Paquette, des ennemis invisibles. On se retrouvait face à des ennemis invisibles. Et c'était assez unique et on était tous sous une dose de stress assez importante. Et donc, je voulais m'assurer que les gens, les créateurs pouvaient écrire à la maison, réfléchir un peu à tout ça et qu'au début de juin, on allait pouvoir lancer certaines de ces idées-là en production. Donc, on a la chance, si vous avez eu la possibilité de voir ce soir les 7 films résultants de cette initiative-là. Et je suis très heureux donc d'accueillir l'ensemble de nos créateurs. Vous les connaissez peut-être, peut-être pas. Donc, je vais faire un tour de table rapidement. Je les présente. Donc, Élie-Jean Tachi, bonjour. Nadine Gomez, bonjour. Valérie Bay et Tatiana Zinga-Botao. Olivier Asselin. Nicolas Paquet. Christine Chevary. Marie-Julie Dallaire et sa star, Jules Raymond. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, je vais peut-être lancer le bal. D'abord, je brise la glace avec Élie-Jean. D'abord, je souligne le fait que tu as aujourd'hui été retenu en fait pour la résidence Regard sur Montréal. Félicitations. Merci beaucoup. Puis écoute, je m'en voudrais de ne pas souligner le fait, en fait, que l'an dernier, ce prix-là a été remis à Yousra Benziane, qui a été la monteuse du film d'Olivier Asselin. Et la première récipiendaire de ce prix-là est Nadine Gomez, qui est aussi avec nous. Alors,
c'est un tour du chapeau pour nous. Tu vois, tu es dans la continuité logique de de ce leg. Alors, félicitations pour ce prix-là, Elijan, et tu dois être bien content de l'apprendre. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as en tête pour ce prix-là? Donc, ton projet était déjà. Tu dois déposer un projet ou en fait, c'est une résidence? Peux-tu nous expliquer rapidement un peu Ça, le contexte? c'est une résidence il faut produire durant les 11 mois un documentaire sur le regard d'un cinéaste émergent de la diversité sur la ville de Montréal. Et mon projet, ça va être centré sur la clôture de l'Acadie, une clôture qui sépare le quartier de Parc-Ex, qui est un quartier le plus pauvre à Montréal, de la ville de Mont-Royal, qui est le quartier le plus riche et aisé de Montréal. Et je voulais un petit peu sortir un petit peu de ma zone de confort, mais tout à fait aussi parler de frontières invisibles, comme par exemple dans le film que j'ai fait avec Au-delà de la courbe. C'est vraiment briser la frontière avec des gens qui sont parfois différents de nous, se mettre à la place d'autres personnes. Et là, un peu, j'étudie ce projet d'une manière plus concrète. Et là, il y a une vraie frontière présente dans l'espace. Donc, c'est une cicatrice à Montréal qui divise deux communautés. Et je suis content vraiment de commencer cette nouvelle aventure aussi en collaboration avec l'ONF. Ah, super. Écoute, on a hâte de te revoir. Espérons-le dans les bureaux. Mais je trouve ça très drôle, en fait, la proposition de ton film, parce que ben, c'est Valérie Bas qui m'a présenté à toi. Donc, je suis content de vous avoir les deux plus récents finissants de l'INIS. Alors, je suis content de vous avoir à bord. Puis aussi, dès le départ, quand je parlais du projet, je m'étais dit, je veux pas avoir des films de Zoom, là. On va pas faire des films avec du monde en conférence. Alors, le seul film de Zoom, c'est le tien. Fait que le film a été fait pratiquement entièrement comme chez toi. Peux-tu nous en parler un peu? Entièrement dans ma chambre, en plus, dans ma chambre, devant mon ordi, sans voir personne. Même Pierre Mathieu, je l'ai rencontré à la fin du projet, donc j'ai rencontré personne. Heureusement, là, j'ai rencontré des personnes à travers Zoom, des animateurs qui m'ont aidé, même l'équipe technique qui a travaillé sur le film. Je ne connaissais pas tout le monde avant, donc oui, c'était une expérience très agréable, très spéciale, et ça démontre aussi qu'on peut rester créatif, on peut aller à la rencontre humaine, que ce soit des personnes, des personnes, des intervenants dans le film, ou que ce soit des personnes de l'équipe technique. Oui, ça va me marquer pour la vie. Même moi aussi, je ne voulais pas faire un film de Zoom, mais finalement, je pense que le contexte du confinement avec le coming out, ça marchait bien pour l'idée du film d'être confiné dans ces applications et dans ces entrevues Zoom. Il y a aussi comme, en fait, on avait déjà déclenché le processus de produire le film, mais donc, tu es d'origine libanaise, en fait, puis donc, il est arrivé pendant l'été, donc un événement extrêmement triste à Beyrouth. Et donc, tu as vécu ça aussi au moment même où est-ce qu'on était en train de produire ensemble le film. Je me rappelle bien, Comment... c'était la journée où tu m'as annoncé que mon projet a été sélectionné. C'était la journée de l'explosion de Beyrouth. Donc, j'étais comme mixed feeling. Je ne savais pas comment réagir à ça, mais j'ai pris l'opportunité, même si c'était pas comme. Je ne parlais pas de l'explosion, mais je parlais un petit peu indirectement de tout ce qui se passait au Liban, toute la révolution, les problèmes. Puis ça m'a poussé plus d'aller en avant, puis faire ce film pour la communauté qui est toujours là-bas, que ce soit la communauté libanaise ou bien la communauté LGBTQ arabophone libanaise. On s'est retrouvé vraiment avec un beau sujet sur ces personnages-là qui sont un peu en double confinement, quelque part, là, qui se retrouvent dans le closet et en plus un peu prisonniers chez eux sans avoir la possibilité d'interagir ou de mener une certaine double vie un peu. Donc, il y a quelque chose de très... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rejoints dans ce film-là. Oui, en fait, je compte tout d'abord à remercier vraiment les intervenants que j'ai rencontrés pendant la phase d'études, de recherche, beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ qui ont partagé ouvertement avec moi leur expérience, que ce soit des personnes, des immigrants, des réfugiés ou des personnes qui sont nées au Québec. Et je compte à remercier Adam, Andrew et Hani qui ont participé au film, qui ont présenté plusieurs réalités de personnes qui vivent à Montréal. Et c'est des réalités de personnes qui vivent ici dans cette ville. Et j'avais cette responsabilité vraiment, parce que la seule grande chose qui me stresse en présentant des films avec des thématiques comme ça, c'est vraiment tout d'abord le feedback de ces personnes qui ont participé dans le film, comment ils se voient. Et je pense que tous les documentaristes ressentent cette responsabilité envers leur personnage, mais c'était vraiment
C'était stressant à un moment donné, surtout que j'étais aussi engagé dans le film. Je voulais aussi raconter à travers mon histoire aussi, aller à la rencontre d'autres personnes, puis comprendre, se refléter sur mon histoire moi-même aussi pour pouvoir raconter ces histoires. C'est intéressant l'élément un peu du Zoom, puis je veux ramener peut-être au contexte dès le départ, donc en mars l'an dernier. Quand on a initié la commande, disons, ou quand on a demandé à tout ce groupe de réalisateurs, réalisatrices de nous proposer des idées, on a aussi demandé aux gens si c'était possible pour eux, pour les créateurs, de commencer à faire des entrevues audio. Donc, de commencer parce qu'on ne savait pas pendant combien de temps on allait être confiné. On ne savait pas à quel moment on allait pouvoir sortir de nos appartements, puis aller rencontrer physiquement des gens. Donc, j'avais demandé à tous les créateurs de, un peu d'être en mode débrouille un peu. Donc, on a commencé à jouer avec des systèmes, à jouer avec le téléphone, à jouer avec des applications sur Internet pour enregistrer l'audio au moins, donc de commencer à faire des entrevues de façon audio. Et puis, j'amène une question vers Christine, en fait, quand on s'est parlé au début, il y avait cet élément-là technologique parce que tu nous disais, ben moi, j'aimerais ça parler avec des vieux. Tu as été très clair de dire, moi, je ne parle pas des aînés, là, je veux parler avec des vieux. Puis donc, comment est-ce que tu en es arrivé à rencontrer là, la charmante Margot là, qui séduit les gens sur Facebook? Ben, c'est ça, je voulais parler. En fait, c'est un projet que j'avais eu avant, mais on dirait que quand tu me demandais si j'avais un projet, quelque chose qui m'intéressait, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux, c'est parler avec des vieux. Puis donc, j'ai vraiment cherché. Bon, c'est sûr que si tu parles d'un groupe d'âge de plus de 70 ans, tu as un large bassin de gens. Et donc, j'avais spécifié finalement dans un courriel à des gens que je connaissais comme des choses que je cherchais, quelqu'un qui avait de l'humour, quelqu'un qui avait de l'esprit, une forme de sagesse, quelqu'un qui avait vécu quelque chose de particulier lié à la pandémie. Et en fait, ma tante, Léomé Chevary, m'a fait suivre mon courriel à son réseau. Puis donc, il y a Marguerite Paquin qui m'a écrit. Ma tante avait fait partie d'un club des 4H pendant des années, puis elle avait rencontré Marguerite. Club 4H, honnêtement, j'ai jamais compris quand j'étais jeune c'était quoi. Ma mère parlait toujours de ça. Je suis pas sûre que j'ai compris tout à fait, mais en tout cas, c'est un groupe qui est lié à la nature, puis c'était des jeunes qui faisaient des activités, puis tout ça. Fait que Marguerite, elle avait été comme chef de la section Côte-Nord du Club des 4H. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Marguerite. Elle m'a écrit un mot, elle-même. Il paraît que tu cherches des vieux, je serais prête à te parler. Puis donc, c'est ça, là, j'étais assise sur mon lit avec mon téléphone, puis j'ai l'impression d'avoir voyagé. L'entrevue a duré peut-être, je sais pas, 1 heure et demie. J'ai l'impression d'avoir voyagé ailleurs, puis le dispositif faisait que, comme j'enregistrais mes conversations, puis je voulais pas qu'on parle en même temps, les deux personnes, ben, j'étais dans le silence complet, en fait. Alors, les gens me parlaient. On partait de la pandémie, mais après ça, on s'en allait vers des discussions beaucoup plus larges. Là. Les gens me racontaient des choses de leur vie qu'ils n'ont jamais racontées à personne. Mais Marguerite, ce qui me touchait, c'est ça, le mélange de sagesse, d'humour, puis aussi, c'est ça, au détour, j'apprends qu'il y a 14 sœurs de la communauté religieuse dont elle fait partie qui sont décédées de la COVID dans les dernières semaines. Et puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, ça me touchait beaucoup Elle me disait que les sœurs malades, celles qui étaient malades, elles étaient malades ensemble, mais à différents degrés. Et celles qui étaient moins malades veillaient nuit et jour, celles qui s'apprêtaient à partir. Fait que là, pour moi, ça a fait un genre de wow! Les communautés ont une communauté jusque dans la mort. Puis pendant ce temps-là, je pensais à toutes les personnes âgées dans les résidences qui mouraient toutes seules, dans des conditions exécrables. En tout cas, bref, ça m'a comme fait un... Ça partait de son histoire, on dirait que pour moi, ça évoquait toutes sortes de choses en dehors de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon film avec elle, puis d'utiliser
l'entrevue comme trame narrative. Cette idée-là qui est très, très forte on n'est plus habitué à ça, notre génération et la génération après, mais cette idée-là de la foi, d'une espèce de foi comme inébranlable de dire ma mère m'attend, mes amis m'attendent, cette notion-là un peu immuable de dire ben c'est un passage, tu sais, puis ça va, puis comme après ça, après le décès, ben c'est un passage, après ça, elles m'attendent, tu sais, donc je pense que pour les gens qui sont, ben, dans mon cas, je parle pour moi, là, mais moins croyants, il y a quelque chose de très, très beau, de vraiment magnifique, d'assez confrontant là-dedans, de cette personne-là qui fait face à 14 de ses amis qui sont décédés dans un très, très court laps de temps, mais qui voit ça avec une espèce de lucidité dans la foi qui est très prenante. Là. Je pense que il est très, très, très touchant, ce film-là. Oui, merci. Mais c'est vrai que, je sais pas comment dire, le monde, des fois, se divise en deux, entre ceux qui croient qu'il y a quelque chose après, puis ceux qui croient qu'il n'y a rien. Puis je pense que, quelque part, c'est plus facile de vivre avec l'idée qu'il y a quelque chose après. Ouais. C'est plus facile d'accepter la mort. Je fais peut-être un parallèle un peu boiteux, mais Valérie et Tatiana, comme en réécoutant justement tantôt le film, en réécoutant Sol, vous êtes allés à la rencontre de deux femmes magnifiques qui sont vraiment les représentantes de ce que le gouvernement a appelé les anges gardiens, qui sont devenus un peu une espèce de terme un peu galvaudé. Et justement, vous avez voulu vous adresser sur ce terme-là parce que ce sont souvent des femmes racisées, et qu'on a un peu prise pour acquise dans tout cette espèce d'effondrement social-là qu'on a vécu avec la pandémie. Puis vous êtes allé chercher vraiment deux femmes avec des parcours vraiment différents, mais qui font chacune à leur manière un travail vraiment exemplaire. Puis on le découvre à peine dans le documentaire. On a le témoignage de Roselyne qui est très fort, très puissant. Puis on découvre à peine le personnage de Mary. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus de comment vous avez rencontré ces femmes-là, puis comment ça s'est déroulé la rencontre avec elles? Je sais pas. OK. Je vais commencer alors. En fait, oui, les femmes qu'on voit dans le film, il s'agit de Mary et Roselyne, qui ont, vous remarquerez, comme des postures complètement différentes. Il y a Roselyne qui fait le travail depuis une vingtaine d'années, peut-être 30 ans, 27 ans, je n'ai pas le chiffre exact, mais qui a vraiment comme une relation à la fois dure et puis tendre avec son métier. Puis il y a Mary, que j'ai rencontrée pendant l'été à travers une amie, qui est beaucoup plus dans une posture spirituelle et qui voit même, et c'est compliqué, mais qui voit même dans son rôle et puis dans ce qui est dit, on a parlé de cette figure de l'ange gardien, elle voit que c'est une chose plutôt positive et puis c'est peut-être une relation avec la chrétienté et puis turn the other cheek. Donc on voulait juste montrer ces deux femmes et puis dans tout leur contraste, pour montrer un éventail de relations qu'on pourrait avoir avec, à la fin, comme ce qui pourrait être le stéréotype de la femme noire comme figure maternelle, comme on l'a vu pendant la pandémie. Tatiana, voudrais-tu ajouter quelque chose? Ben, non, tu as tout dit. Ce que je pourrais dire de plus, c'est que oui, on a beaucoup joué sur le stéréotype parce que je trouvais que pendant la pandémie, on montrait vraiment, on disait les anges gardiens, comme si elles étaient nées pour servir puis pour aider. Moi, ça m'a beaucoup fâchée, toute cette, comment on réduisait ces femmes-là qui sont comme, qui prennent des risques immenses. Puis,
je trouvais que pendant la pandémie, on a beaucoup entendu que, déjà, on a vu que c'était beaucoup des femmes racisées. Là, c'est parce que, mais c'est dans leur communauté, elles aiment aider les personnes plus âgées, c'est dans leur culture. Je trouvais ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup confrontée parce que c'est souvent des femmes racisées, des femmes immigrantes qui viennent d'arriver, puis souvent des femmes, puis c'est ça que je suis. Donc, et ça m'a confrontée aussi le tournage parce que je m'attendais à plus de colère. Et finalement, il y a un peu de vérité dans ce qu'on disait. C'est vrai que ces femmes-là, elles font ça par pure conviction, puis que oui, c'est vrai que c'est dans leur culture, mais elles sont pas tant en colère, elles sont fatiguées. Mais beaucoup, tu sais, Mary qui travaille non-stop, elle prend ça comme une méditation, elle prend ça même de manière positive qu'on appelle l'ange gardien. Puis j'aimais beaucoup le contraste de Roselaine qui, oui, elle aime son métier, mais elle nous en a raconté. Tu sais, dans le film, on voit comme une seule anecdote, mais elle nous en a parlé pendant des heures. Là. C'était une seule anecdote. Donc, ouais, je sais même plus à quelle question je réponds, mais... Mais je trouve ça drôle que il y a le terme ange gardien qui, au départ, est un peu la réaction initiale un peu à ça. Le film a démarré un peu sur cette idée-là que le terme agaçait. Puis dans l'intervention de Roselaine, la confrontation qu'elle a avec cette sœur, cette religieuse-là qui est mourante, elle la traite de démon. Elle lui dit, le démon, je vois le démon. Et je trouve ça hallucinant que dans Mary, qui est Roselaine, pardon, qui est une femme qui a vu beaucoup puis qui a travaillé longtemps dans le milieu, l'anecdote qu'elle nous ressort, c'est le terme du démon qui revient. Fait que je trouvais ça comme vraiment drôle, cette espèce de paradoxe-là dans le thème. Tu sais. Ouais. J'aimerais juste ajouter une chose, c'est que c'est pas pour dire que comme le film essaie de faire un statement que la posture de l'ange gardien est comme idéale. On a comme dans notre processus de recherche beaucoup bon comme explorer la question à travers comme la militance, le militantisme de certaines activistes à Montréal qui ont vraiment qui ont sorti des plaidoyers, qui ont organisé des rencontres vraiment intéressantes sur même l'aspect historique des femmes noires comme aides-soignantes qu'on à la fois qu'on maltraite dans cette société. Donc, je pense que c'est juste pour ajouter un petit... Oh, oui, merci. Je vais dans un mode un peu fil conducteur, mais donc dans cet élément. D'ailleurs, je voudrais souligner le travail magnifique de Myriam Magasuba dans le montage de ça, et la création sonore de Est-ce que c'est Gadouri ou Gabouri, j'oublie? Gafouri. Voilà. Très, très beau travail de création pour en faire vraiment un beau film. Une belle poésie. Puis je trouve que c'est la force du court aussi. J'ai toujours beaucoup aimé les courts-métrages. C'est la force du court d'être capable aussi d'être la bougie d'allumage d'une idée, d'une pensée. Puis à ce sujet, peut-être que je tourne peut-être le micro vers Nadine. J'en profite pour, comme on est dans une approche un peu philosophique où on réfléchit un peu sur les grandes questions qui ont été provoquées par cette pandémie-là. Parle-nous un peu de ton interlocuteur, en fait, avec Jean Pichette, donc de ces conversations avec Jean Pichette. Oui, Jean Pichette. Jean Pichette, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à dialoguer quand j'avais 23-24 ans à l'université. Ça a été mon prof dans un bac de journalisme que je trouvais, comment je pourrais dire, aliénant et décourageant. C'est un programme qui m'a rendue très malheureuse, mais que j'ai fait comme un chameau. Je suis passée à travers en me disant qu'il y aurait une issue à la fin de ça. Puis il y a eu Jean que j'ai rencontré, puis j'ai fini par faire ma maîtrise avec lui, poursuivre mes études avec lui. C'est quelqu'un qui m'a... Je dis souvent la même chose, mais je pense que c'est quelqu'un qui m'a aidé à penser. Donc, c'est pas tant qu'il m'a appris tant de choses qu'il a accompagné un développement intellectuel, puis une réflexion, puis un regard sur le monde. Fait que je sais pas pourquoi, j'avoue, Jean, on s'est vus à travers les années, mais quand tout s'est arrêté, puis comme tu le disais, Pierre-Mathieu, puis je pense que tout le monde l'a ressenti, quand on est confronté tout d'un coup à un certain type d'information, l'information qui est celle des médias de masse, on est tous un peu pris comme, au début, les premiers mois, c'était comme obsessif, là, d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait, puis de comment on pouvait
trouver une place puis un sens dans tout ça. Puis ces gens qui m'ont appelé avant même que Pierre-Mathieu, tu me contactes. Puis il m'a dit, ben, je suis comme un lion en cage, je capote, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on trouve une façon comme de digérer ça, d'essayer de donner forme à ça. Puis fait qu'on on s'est parlé un peu. Puis donc, de là est née l'idée d'avoir des conversations téléphoniques. Puis dans le fond, finalement, mon copain riait de moi parce que c'est pas tant des conversations que Jean qui me parlait pendant 2 heures de temps. Fait que j'avais l'impression d'avoir des cours. J'étais comme à l'école. Je retrouvais Jean qui partait sur des grandes lancées. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça a été comme beaucoup de structure dans un moment où il n'y en avait pas du tout. Et c'est ça, Jean Pichette, c'est un sociologue de formation. Il a étudié l'économie, il a une formation philosophique. Il a étudié avec plein de penseurs importants. Puis quelqu'un disait de lui que c'est comme un des intellectuels les plus méconnus et sous-estimés au Québec, de sa tradition. Tu sais, ça reste quelqu'un qui a gravité autour de l'UQAM. Il adorait enseigner. Puis finalement, ben, pour des questions fastidieuses d'administration, a dû quitter la pratique. Et donc maintenant, ben, c'est ça, comme je le disais, il s'est tourné vers l'ébénisterie. Il me parlait, lui aussi, il avait une maison en campagne avec sa copine, qui est une médiéviste. Puis j'aime ça le dire parce que je trouve ça drôle quand même. Ça donne une image de Jean. Sa femme, d'aujourd'hui, dans ce moment, c'est une médiéviste. Elle se spécialise... Qu'est-ce qu'une médiéviste? Elle se spécialise sur l'époque médiévale. Est-ce que son travail d'ébéniste est en lien avec le travail de la médiéviste ou il peut faire des meubles contemporains puis il n'y a personne qui va le gosser? Il fait des rosaces en bois. Ouais. Mais voilà, c'était ça ma relation avec Jean. Puis ça a fait un bien énorme. Là. Ça a donné beaucoup de perspectives. Je pense que c'est ça que j'aime faire aussi. Puis je ne sais pas, qui m'a donné comme une sortie, tu sais, se sortir la tête de l'eau puis remettre en contexte. Puis, tu sais, moi aussi, comme je pense que nous tous, ce n'est qu'une parcelle dans le film de ce que... Tu sais, j'ai passé ces 12 heures de conversation puis ces 10 minutes de film. Fait que moi aussi, ma monteuse, Nathalie Lamoureux, a fait un travail fabuleux. Elle a tout écouté au complet, les 12 heures. Fait qu'on a vraiment comme réduit ça à quelque chose ben, tu sais, qui pouvait résonner. Mais je veux dire, Jean, il m'a parlé de l'exploitation économique de la nature, de la relation à la guerre, des discours sur la violence dans la société, dans les structures politiques. Il y avait comme vraiment une espèce de la religion, de la foi. On a parlé de ça, l'espérance. Il y avait comme, il a brossé large. Et donc ça aide aussi, je trouve, à réfléchir et à mettre en contexte les crises qu'on vit, des crises comme celles qu'on vit présentement. On dirait que je fais plus facilement maintenant, évidemment, en production, on les voit, les films à maintes reprises, puis je fais plus facilement le pont entre le film Sol de Tatiana et Valérie et le tien dans cette espèce d'approche-là un peu poétique, mais qui en même temps a un propos très fort et très qui reste. Puis justement, je comptais peut-être en début, avant qu'on soit en ondes, mais sur le fait que je venais de réécouter les films en audio seulement. Puis les propos de Jean résonnent encore plus maintenant, alors qu'on embarque presque dans une année de pratiquement de confinement. Le fait qu'on le sait maintenant, on a tous vécu des anniversaires en Zoom, des décès en Zoom, donc le fait d'être... Il y a un côté entre le film Sol et le film de Nadine, le côté de la sensualité, du tactile. On s'ennuie des gens, on s'ennuie de toucher, on s'ennuie de prendre les gens dans nos bras. Donc, et Jean revient beaucoup là-dessus à l'audio sur l'importance de se ramener aux choses essentielles et non pas de rattraper une course folle au travail, à l'argent, à des choses que... On avait atteint notre niveau de puéril là, très haut. Et là, on espère en fait que le sens du vrai, le sens des vraies choses va nous rester quand tout ça, espérons-le, va se terminer. T'sais. Je pense qu'il y a une très, très belle vision sur la poésie. La phrase m'échappe, mais de retrouver un peu la poésie du quotidien, de retrouver un peu chercher le beau un peu. Il y a une approche le fun dans votre approche formelle aussi, parce qu'on parlait un peu du chalet, mais donc, comment vous avez fait les images, en fait, du film aussi, c'est intéressant. Oui, bien, brièvement, on était
ben, c'est ça, on n'avait pas tant accès à beaucoup d'équipements. Puis, ben, j'ai la chance de partager mon confinement avec un copain qui est directeur photo. Fait que j'ai mis à profit son travail, comment je peux dire, sa profession qui ne servait à rien pendant tous ces mois. Et on avait une Bolex entre les mains. Puis, on a un ami qui nous a généreusement donné de la pellicule périmée parce que les studios étaient fermés. À ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment acheter de film. Puis, il y avait des vieilles bobines qui dataient d'une dizaine d'années dans son frigo que je suis allée chercher. Puis moi, j'avais ma petite 5D, fait qu'on a commencé à explorer comme ça les trucs autour de chez nous, les voisins, les choses qui se passaient aussi avec le printemps, tu sais, qui arrivait. Il y avait comme aussi tout d'un coup le temps d'observer un environnement qu'on voit pas tant passer d'habitude parce qu'on est, comme tu le dis, dans la course effrénée, puis on avance comme des béliers. Fait que ce qui a été le fun, la Bolex, ben c'est sûr que juste le bruit de la caméra qui tourne, puis le fait qu'il fallait comme limiter les plans, puis à un moment donné, ben justement, on tournait. Moi, je dis que j'aurais jamais de succès dans le documentaire animalier parce que j'étais obsédée avec les oies blanches, puis je voulais donc filmer l'envol des oies blanches, puis ça n'a jamais marché. Mais pendant qu'on tournait, Alex, il me dit « Merde, merde, merde », il dit « Je pense que cette bobine-là a déjà été exposée ». Là, je dis, mais c'est pas grave, quelque chose va se passer. Puis lui, il était sûr que non. Puis finalement, en développement, comme de fait, il y avait ce que Nicolas Canichoni avait tourné en dessous, qui était des vélos, une course de vélos. Puis par-dessus ça, en impression renversée par accident total, les oiseaux, puis une ferme, puis le champ. T'sais. Fait que là, à partir de là, on a décidé de juste pousser un petit peu plus loin. Fait qu'on a refilmé, puis on a donné la caméra à Nicolas, qui a fini quelques images, il a tourné son fils. Puis tout ça, ça a quand même donné des trucs magiques. Là. Comme Nicolas n'avait aucune idée de ce qu'on filmait, puis il y a des plans qui sont vraiment fous. Là, ça a réussi à créer. Le côté de l'heureux accident un peu là-dedans. Dont le plan des cochons que j'adore. Oui, bon. Longue conversation sur le plan des cochons. Puis, parlant d'images un peu glanées ici, Olivier, tu nous as contacté aussi. J'étais vraiment en ébullition dans l'idée du projet. Puis tu es arrivé aussi, c'est Colette Loumed à l'époque qui avait produit Pipeline et Démocratie, qui m'a dit Olivier, il y a une idée aussi. Puis donc, toi, tu avais déjà commencé à tourner avec Josué Bertolino. Vous avez déjà commencé à tourner des images donc en pleine pandémie, donc le Montréal vide, vraiment, donc ce type d'image-là. Puis tu m'as approché avec cette idée-là de la modification, le changement du sens des mots, en fait. Comment est-ce que les mots allaient changer de sens un peu? Tu veux-tu nous en parler un peu plus? Oui. Pour moi, ça a été j'étais très content, en fait, de pouvoir, je pense, m'embarquer dans quelque chose. Tout simplement, dans le sens où c'est vraiment des questionnements sur le sens qu'on a vécu, qu'on continue à vivre, sens existentiel, comme dans plein d'autres films, les sujets des films. Ce qui est rassurant des fois, c'est de continuer à faire notre métier, tout ça, où est-ce qu'on sait comment ça marche un peu, où est-ce qu'on a nos repères. Fait que moi, j'ai été, bien heureux d'embarquer là-dedans parce que ça m'occupait en fait dans cette inquiétude-là, puis cette crise existentielle-là qu'on vivait tous. Donc, ça m'a permis en fait de transvaser un peu justement mon inquiétude en quelque chose. Puis moi, c'est le cœur de mon métier. Là. C'est ça qu'on fait, je pense, un peu transvaser nos problèmes, puis composter notre... je ne vais pas dire quoi, là, mais... Fait que... fait que c'est ça, ça a vraiment bien tombé. Je ne savais pas trop encore non plus où est-ce qu'on s'en allait. Là. J'avais comme un concept, puis effectivement, ça a vraiment full bien tombé quand j'ai pu rentrer en contact avec toi, puis que tu m'as parlé de votre projet, là, du projet. C'est le fun qu'on a réussi aussi à conserver ça, ces images-là, parce qu'il y a eu un moment où il y avait beaucoup de ce type d'images-là, puis à un moment donné, vu qu'on est dans un univers d'images Facebook, d'Instagram, où tout le monde, il y a une rapidité, puis il y a une accélération constante des images qu'on reçoit,
c'est le fun de un moment donné, prendre le moment de recul, puis d'assembler ces images-là, d'y réfléchir, puis de prendre le temps d'y trouver du sens un peu, puis en fait, c'est ce qu'on fait, là, c'est qu'on crée du sens avec ce qu'on décide de conserver dans un film ou comment on décide de l'assembler, en fait. Puis, contrairement à beaucoup des participants, tu es allé enregistrer les voix après. Donc, tu as commencé avec les images, commencé avec un montage. Donc, c'est Yousra Benziane qui a travaillé avec toi pour le montage. Puis, tu es allé un peu après aller chercher des entrevues puis des conversations avec les gens. Comment tu as fonctionné un peu pour aller chercher tes intervenants ou les gens avec qui que tu as conservé dans le film? Ben, ça a été, dans le fond, j'avais comme une idée vague que je voulais une diversité de points de vue. J'avais certains critères comme ça, une diversité de points de vue, mais je t'avoue que j'ai été un peu pris de court dans le processus, dans le sens où j'ai trouvé c'était tellement un peu schizophrénique comme processus, dans la mesure où c'est juste mettre des voix audio sur de l'image, c'est très schizophrénique en quelque part. Il y a quelque chose que c'est tough c'est pas évident en fait de joindre les deux. Puis dans ce cas-ci, moi, c'était un peu ça l'idée au départ, c'était vraiment de mettre une narration communautaire sur un concept visuel. Puis je me disais, ouais, c'est bien, ça va marcher sûrement, tout ça. Puis le temps passait, puis quand j'ai fini par faire les entrevues, bien, je me suis retrouvé avec tellement de stock qui partait un peu dans tous les sens. Puis c'est bien, tu sais, mais normalement, tu fais ça dans la recherche, tu fais pas ça à 2 semaines avant le montage, comme je t'ai rendu, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que justement, Yousra, ça a été super de l'avoir, beaucoup de talent, Yousra Benziane, la monteuse. Puis qu'on a réussi là, comme ça, mais c'est ça, j'ai eu des super entrevues, puis ça m'a amené à d'autres idées, tout ça, mais il fallait vraiment arriver à. On n'avait plus beaucoup de temps parce que j'avais trop passé de temps peut-être à me focusser sur le concept visuel, puis on avait comme tardé j'avais tardé à enregistrer la narration qui était quand même le contenu de la patente. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que c'était un peu schizophrénique dans la mesure où c'est comme aïe aïe, c'est rare que tu plaques autant un propos sur un visuel cinématographique. Ça reflète bien, je pense, notre état d'esprit, qu'on est tous un peu en quête de sens aussi là, de tout ça. Là, on est en train d'essayer d'en sortir, d'en retirer du sens, puis de l'organiser dans nos esprits d'une façon qui nous semble un peu cohérente. Là. Puis, je lance peut-être la conversation vers Nicolas. Ça a l'air à bien se passer, mais tu as peut-être un réseau un peu plus sketch, fait que je vais te lancer une question. Nicolas, le projet, tu étais un des premiers, en fait, à plonger dans l'opération au-delà de la courbe. Puis moi, j'ai adoré ton pitch de départ, où est-ce que donc tu habites à Saint-André de Kamouraska, dans le bas du fleuve. Puis tu m'as dit, ben moi, j'habite en fait au bout d'un rang, puis au bout de mon rang, il y a un lac, puis un barrage. Puis ben, je vais aller me poster là, puis je vais poser des questions au monde de savoir comment ils vivent ça. Fait que moi, en partant, j'étais charmé par l'idée. Et en fait, le résultat, le film qui s'est tourné sur plusieurs saisons, est vraiment révélateur de plein d'états d'esprit que les Québécois, à travers lesquels les Québécois ont traversé durant cette pandémie-là. Puis en le réécoutant encore en audio tantôt, ça m'a rappelé à quel point que tu es allé chercher un peu le pouls de la Québécoise, du Québécois moyen qui mis face à cette espèce à cette pandémie, à cette situation-là. Comment tu le revois quand tu le revois? Qu'est-ce qui te reste en tête en le revoyant après ce temps-là? Je dirais qu'au départ, quand j'ai eu l'idée du projet, ce qui me plaisait, c'était de ne pas savoir à qui j'allais parler parce que moi, je n'avais pas de réponse. Je me disais, on était un peu tous comme ça, mais je me disais, je ne sais pas vers où me tourner parce que je me pose des questions, on est dans le flou, on ne sait pas où on s'en va avec tout ça. Et oui, je voulais donner la parole à des gens qui habitent la ruralité, mais je ne voulais pas aller nécessairement vers un type de personne, vers des jeunes, des moins jeunes, vers des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas.
Mais je savais qu'au bout de mon rang, donc, il y a un lac et que les gens allaient là pour prendre l'air, changer un peu les idées, surtout pendant la période de confinement. Alors, je me suis dit, je vais aller me poster là à coup de quelques heures ou une journée complète. Puis, c'est certain que je vais croiser du monde. Puis, les gens sont assez bavards d'habitude, en confinement encore plus. Donc, ça s'est quand même assez bien déroulé, surtout que, il y a des journées où il n'y avait personne, il pleuvait. C'était peut-être un peu long, mais quand même agréable. Là, j'étais dans mon char, puis j'attendais à l'abri. Mais avec le recul, à travers le montage, puis le résultat où on est arrivé avec la monteuse Natacha Dufault, c'est que on a vraiment, moi, ce qui m'a, je dirais pas fasciné, mais un peu impressionné, c'est qu'il y avait vraiment des extrêmes, mais que tout le monde se basait sur une forme d'information puis les informations, on en avait, puis il y en avait de toutes les sortes, mais pour en arriver à des conclusions, puis avoir autant un point de vue hyper optimiste que voir la fin du monde qui arrive. Puis ça, j'étais content aussi de voir que ça existe partout, sans qu'on ait besoin non plus je ne voulais pas faire quelque chose de sensationnaliste avec ça, mais la diversité des points de vue, les extrêmes dans ce qu'on me disait, ça m'a vraiment impressionné. Puis ce que j'aime bien, c'est cette idée-là que de garder une espèce d'instantané de l'étendue de ces visions-là, de ce qui se passait. Ça a été vraiment, puis c'est encore le souhait que je voulais obtenir avec ce bouquet-là de films, c'était d'être capable d'avoir une espèce de, je vais dire d'instantané, mais un instantané sur quelques mois de la vie, de la situation dans laquelle on vivait au Québec. Puis je suis extrêmement heureux au bout du compte que cette collection-là représente vraiment des facettes extrêmement importantes de comment la société québécoise, la plus plurale, dans sa pluralité, en fait, a réussi vous avez réussi à capturer, en fait, à différents éléments, comment est-ce qu'on a vécu en tant que société cette pandémie-là. Puis, j'ai des questions du public pour Marie-Julie et puis pour Jules Raymond. On voulait savoir si vous êtes présentement en train de tourner L'Impossible Hiver de Jules. En fait, c'est moins, sa vie, je vais parler pour lui, mais sa vie me semble être un petit peu moins impossible cet hiver que cet été. Mais fais-tu autant de snow que de skate, Jules? Ben oui, c'est sûr que j'en fais du snow là en plus. Mais c'est ça, il y a moins d'esprit de gang en snow. C'est un peu plus tough de se rendre en gang au mont de ski, mettons. Si je peux le mettre de même. On a tourné des images. J'ai tourné des images tout seul. J'ai fait quelques petits entretiens avec Jules. Mais ça c'est pas... Qu'est-ce qui fait? Mais c'est toujours le même sentiment dans moi, un peu de comme vouloir me battre à chaque fois que tu sors la caméra genre, de vouloir un peu... Comme même après le film, même après que j'ai vu que ça a fait un bon résultat, j'ai toujours la même envie de sortir de la caméra et de m'engueuler avec ma mère. Fait que c'est comme... C'est ça. fait que c'est ça. Fait qu'on sort la caméra puis ça catalyse. Ça devient le catalyseur de nos conflits mère-jeune homme. Ouais. Es-tu encore aux études ou tu travailles maintenant, Jules? Non, je suis en année sabbatique entre cégep et l'université. Ouais. Fait que je travaille sur mes projets. Là. Il devait faire le tour du monde, mais bon, ouais, c'est ça. Mauvais planning pour celle-là, malheureusement, mais ça va revenir. Je planifie mon futur tour du monde. Là, Puis, qu'est-ce que ça... T'étais déjà quand même... Je vais revenir aux questions pour la réalisatrice après. Là, on a la star, là, malheureusement. Tu es habituée, Marie-Julie. Il y a toujours la question pour la vedette, d'abord. Mais tu faisais déjà des vidéos. Tu étais déjà comme actif sur YouTube avant. Mais là, tu as comme quelqu'un, en plus, ta mère, qui te cadre, qui te met un peu devant certaines questions et tout ça. Qu'est-ce que ça te fait quand tu le revois maintenant? Tu es encore très, très proche là, du contenu, mais c'est quoi ton feeling? Revoir le film, tu parles? Oui. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, il y a du monde qui ont un inconfort de se revoir devant. Puis on dirait que pour ce film-là, j'ai comme pas eu ça. J'assumais complètement qu'est-ce que je projetais. Là.
Puis même, je sais pas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de jeunes dans des camps de jour, des amis du monde, de mes amis Facebook, puis même un cercle éloigné qui sont venus vraiment me dire comme que tout ce que j'avais dit, c'était vraiment exactement ce qu'eux avaient vécu. Fait que ça a comme un peu mis encore plus de, je sais pas comment dire là, Ça t'aide à assumer. Ça m'aide à assumer comme des fois je suis un peu irrespectueux. C'est ça. Mais je pense que dès le départ, puis dès les premières images que Marie-Julie nous a présentées, tu représentais, puis je t'enlève rien à ton unicité, là, mais je pense que tu représentais quand même ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de ton âge, dans cette tranche d'âge-là, vivaient pendant l'été. Puis c'était vraiment ça qui a été, à part le fait que tu es super slick. Mais je pense que c'est ça, ce que tu représentais aussi faisait beaucoup la part du film. Marie-Julie, toi, c'est quoi ton feeling de le revoir après, maintenant qu'il est sorti dans le monde, puis que tu es un peu mise à nu? Ben, moi, c'est ça, j'avais très peur de la mise à nu parce que je ne suis pas le genre de personne, je ne suis pas le genre de réalisatrice qui aime être devant l'écran d'aucune façon. Je m'intéresse aux autres puis je m'efface le plus possible. Fait que je n'étais pas dans ma zone de confort. Mais grâce à toi et à Mathieu, j'ai persévéré dans la direction. En fait, qui était un petit peu la seule qui se présentait à moi. Hein. J'ai fait un peu par défaut. Là. Non, mais j'étais prise ici, mais c'est aussi que ce que je vivais, moi, ce qui avait de plus difficile pour moi pendant la première vague, c'était vraiment ma relation avec Jules. J'ai trouvé ça vraiment difficile de moi qui était... Qui a vraiment eu très peur, mais aussi, il faut dire que ce qu'on ne sait pas dans le film, c'est que mon chum et ma fille, la petite, sont asthmatiques, mais bon, au début, on ne savait pas si c'était grave ou pas grave. Finalement, bon, les médecins ont dit que c'était correct, mais au début, moi, on avait peur de ça beaucoup, puis on avait peur, point. Puis moi, je suis une anxieuse, puis j'avais... Pour moi, le plus important, c'était de m'assurer que Jules comprenait bien les consignes, comprenait bien les conséquences que ces gestes pouvaient avoir. Parce que je me rappelle, à un moment donné, au début, il y a une fille, je pense, en Montérégie, je ne me rappelle plus dans quelle région, on avait fait les nouvelles, elle avait fait un party, elle avait perdu le contrôle de son party, il y avait une grosse éclosion, tous les commerces de son village avaient fermé parce que les jeunes qui travaillaient dans les commerces, en tout cas, ça avait été vraiment énorme. Puis je me disais, j'ai déjà eu 16 ans, j'ai déjà fait des parties, j'ai déjà perdu le contrôle, mais on n'était pas en pandémie, fait que les conséquences étaient moins graves. Et puis, je pensais à cette fille-là, puis je me disais, tu sais, si la grand-mère d'un de ses amis meurt à cause du party, tu sais, c'est des grosses, je trouve ça lourd à porter. Quand tu n'es pas conscient, en tout cas, des gestes, puis à quel point c'est important de faire attention, puis aussi à cet âge-là, de faire attention aux autres. Au détriment de ton plaisir, de ta vie. Puis Jules, je comprenais tellement parce que, tu sais, lui, c'était la fin du cégep, le tournoi des pros qui venait d'être annulé. C'était difficile là, d'accepter tout ça parce qu'à cet âge-là, tu veux juste être avec plein de monde, puis il vivait des choses incroyables au cégep, puis c'était vraiment cool. Fait que c'était beaucoup de deuil de sa part, puis moi qui étais rochante avec la sécurité et des consignes. Puis, fait que ça a créé, on n'a jamais été aussi en conflit. Puis, grâce au film, je pense que lui, il dit que quand je sortais à la caméra, il avait le goût de me battre, mais je pense que la caméra nous a permis de se retrouver puis de se parler, en fait, d'une façon qu'on ne serait peut-être pas allé aussi loin dans les sujets si on n'avait pas fait un film. Ouais. Ça force un peu la conversation. Oui. Puis, je ne m'attendais pas du tout, je veux juste dire ça, je ne m'attendais pas du tout à faire un film drôle. Parce que moi, quand il part, au début, il ne vivait pas ici, mais quand il repartait, moi, je partais à pleurer, je m'effondrais. Ah, mon Dieu, mon bébé. Puis moi, c'était pas drôle du tout. Puis au montage, le monteur Louis-Martin Paradis, à un moment donné, quand il m'a envoyé la première séquence de moi qui explique comment mettre le masque, j'ai fait « Oh my God! OK, j'assume. » Puis c'est difficile de faire un film un peu drôle dans une situation aussi grave. Que ça aussi, Pierre Mathieu en a beaucoup parlé pour que je sois en paix avec ça, avec de dire, OK, mais regarde, ça a créé des situations drôles, puis on va l'assumer. Le film n'est pas juste drôle, mais je veux dire, il finit sur une note drôle aussi. Fait que je ne m'attendais pas à ça. Ça a été la surprise un peu du processus, parce que c'est pas comme ça que je le vivais quand on le tournait. Non. Pas non plus, hein? Puis, écoutez, moi, ça a été une expérience vraiment... pour mes débuts à l'ONF, c'était une très, très belle expérience de faire ce projet-là avec vous.
Puis je vous enverrai peut-être la balle, peut-être qu'on pourrait se faire un tour de table, juste de voir un peu. Il y a une question, moi, qui m'intéresse, parce que ça a été abordé tantôt, puis je trouve ça vraiment le fun, mais c'est Olivier, je pense aussi, qui le mentionnait, de dire, est-ce que ça vous a permis de penser peut-être à d'autres choses? Même en étant dedans, est-ce que ça vous a comme gardé un peu l'esprit occupé? Peut-être que je serais intéressé de vous entendre un peu là-dessus. Puis aussi, est-ce que personnellement, c'est un sujet que vous avez, les répercussions de tout ça, de cette crise-là, de la COVID et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous ont marqué, un point que vous voudriez continuer à explorer ça, ou si vous êtes content d'avoir fait l'expérience, puis c'est beau, c'est fait, puis vous avez envie de passer à autre chose. Et si vous avez envie de parler un peu de vos projets futurs, je serais curieux aussi de l'entendre. Fait que je peux peut-être lancer la question à Élie-Jeanne. J'avais commencé avec toi, je pense, tantôt, fait que je peux peut-être te lancer le bal avant que tu t'en donnes. Non, mais moi, comme j'ai dit avant, je pense que j'ai appris pendant cette période, durant ce projet, c'est toujours à être à l'écoute en tant que personne, en tant que cinéaste, en tant que documentariste, et voir que oui, on peut toujours continuer à créer, à donner, à hausser la voix des personnes qui ont des voix pas entendues. Et ça, c'est une responsabilité. Je retourne à cette idée-là. Et ce projet-là m'a poussé vraiment à rencontrer ces gens. Et quand j'ai fait la recherche, c'était comme des idées où je pouvais comme facilement faire un long métrage, peut-être à cause des histoires diversifiées des gens que j'ai rencontrés. C'est une réalité ou bien c'est une cause que je porte en moi en tant que cinéaste et que j'aimerais dans le futur continuer à travailler des projets sur la cause LGBTQ, sur la communauté arabophone à Montréal. Donc, certainement, ça va continuer quand, je ne sais pas. Et voilà, merci à Pierre Mathieu pour cette expérience. Et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. C'est parfait. De toute façon, toi, on sait que tu es financé. Là. C'est beau, tu es correct. Tu en as pour un an. Là, tu peux surfer là-dessus. Là. C'est beau. Là, toi. Ça fait juste une semaine que je pratique le titre de mon film parce que je n'ai pas eu la chance de le dire live. Il y a des fois où j'aimerais me trouver sur une île déserte. Okay. Merci. Puis, Christine, je continue vers toi. Qu'est-ce qui... Est-ce que ça t'a permis de penser... j'ai eu la chance de lire d'autres projets peut-être qui s'en viennent avec toi, mais est-ce que ça t'a permis de, même en étant dedans, de te garder occupé puis de penser à autre chose? Ou tu étais déjà pas mal occupé quand même. Tu as continué à tourner là, en plein COVID. Oui, en parallèle, je faisais un documentaire sur le vol d'identité pour Télé-Québec. C'était très différent. Donc, je parlais à des criminels dans la journée, puis le soir, je faisais des entrevues avec des personnes âgées qui me confiaient des détails de leur vie sexuelle qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Donc, oui, je pense que la pandémie, oui, ça va me marquer toujours dans mon petit univers de filles occidentales. C'est quand même un événement marquant. Mais bon, pour revenir aux personnes âgées, j'avoue qu'avec tout le matériel que j'ai accumulé, toutes les entrevues que j'ai enregistrées, parce que Marguerite est exceptionnelle, mais il y en avait aussi d'autres que j'ai adoré contacter. Puis je me dis, ça serait quand même vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce matériel-là puis en faire des petits épisodes de podcast, éventuellement. Bon cas. En tout cas, avec Marguerite, j'avais tellement de choses, là. Je veux dire, c'est un film qui est comme... C'est de la dentelle. On a choisi des petits moments de ce qu'elle disait, mais je veux dire, cette femme a une vie incroyable, puis ça m'a l'air de raconter toutes les choses. En tout cas, peut-être juste avec elle, je ferais une demi-heure de podcast pour les entrevues, mais sinon, il y en avait un qui était hyper politisé, qui avait comme une opinion, qui était comme les personnes âgées. Nous, on ne sert plus à rien dans le monde productif. Donc, c'est pour ça qu'on ne tient pas compte de nous. Si on avait une valeur économique, si on était productif, notre place serait vraiment plus évidente, finalement. Puis on chercherait davantage à, finalement, protéger cette population-là. En tout cas, bref, beaucoup de matériel. Et pour ce qui est du projet que tu as vu, là, je ne suis pas prête à en parler publiquement. Non, je veux juste dire que j'aime ça lire des choses. Alors Mais je sais qu'il y a un lien, là. Mais il y avait un lien avant. J'avais l'idée avant, mais je te dirais que c'est mauditement pertinent maintenant.
d'en parler. Effectivement. Je tends la perche vers Tatiana. Donc, on t'a vu cette année dans l'émission la plus regardée de tous les temps au Québec. Donc, tu es en plus une comédienne, évidemment, accomplie. C'était ton premier film avec Valérie, comme réalisatrice. Oui. As-tu la piqûre? J'ai plus que la piqûre. C'est vraiment le fun. Je remercie l'ONF. Je te remercie beaucoup, d'ailleurs, Pierre-Mathieu, puis Valérie. Moi, je trouve incroyable que la pandémie, c'est extrêmement difficile. Puis, bon, après, moi, je suis née au Congo, donc malheureusement, je connais beaucoup de couvre-feu puis de moments, mettons, où on perd nos droits et libertés, où on est juste comme toute pognée, là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça a eu du bon, quand même, la pandémie, parce que moi, ça a permis de libérer ma parole. Parce que comme comédienne, on est beaucoup au service d'eux. Puis là, j'ai eu cette opportunité-là avec l'ONF qui m'a permis comme de créer, puis de porter ma parole, puis aussi de la légitimer. Parce que souvent, comme acteur, on est plus comme en retrait. Puis là, comme réalisateur, j'ai pu montrer mon point de vue, puis j'ai pu comme libérer mon activisme. Donc, merci pour ça. Ça me rend vraiment beaucoup plus activiste, puis assumer aussi. Donc, c'est plus que la piqûre. Je vais souvent t'écrire, Pierre-Mathieu, sache-le. Pas de problème. Je te plains. Envoie-moi des livres, là, de la musique, des pièces de théâtre. Puis je te souhaite, je souhaite à tous, mais je te souhaite que les projets de théâtre aussi retournent. Donc, on s'ennuie beaucoup de voir, de l'art vivant un peu devant nous. Fait que, Valérie, qu'est-ce qui s'en vient avec toi? Qu'est-ce qui t'occupe? Est-ce que tu as déjà prévu des choses pour le reste de ton année? Est-ce que tu réussis à te dépatouiller? Es-tu au Québec, là, ou des fois tu fais le pont un peu avec l'Ontario aussi? Mais... ouais, c'est ça. Je suis un peu... Pardon, ça fait comme des jours que j'ai pas vu des gens, là. Je suis un peu comme... mais j'écris beaucoup en ce moment, comme j'ai un projet à long terme sur lequel ça fait des ans que je travaille, et puis il y aura des nouvelles bientôt, là. C'est comme... j'ai l'impression d'être vraiment dans un hermétisme, là, comme... donc, c'est ça. Je pense qu'il faut en profiter, justement. Écoute, comme on dit, make lemonade avec cette situation. Oui, comme le dit Beyoncé. J'ai toujours voulu citer Beyoncé. C'est comme maintenant, c'est l'apex de ma carrière de citation. Nadine, je te lance la perche. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Tu démarres l'année en Lyon, j'espère. Bien, si je peux prendre ta première question, une chose que je réalise, en fait, que la création de ce projet-là m'a fait réaliser, c'est de retrouver le plaisir aussi de travailler ou d'explorer en créant un projet, puis de se servir de contexte, de sublimer, dans le fond, les angoisses qu'on vit à travers des objets artistiques. Puis je trouve que ça donne beaucoup de sens à la création. Ça a donné beaucoup de sens quand j'ai vu aussi l'ensemble des films. Je me disais, c'est vraiment un exercice... c'est à ça que ça sert, finalement, les objets artistiques, comme de transformer la réalité, puis lui donner une forme, puis raconter, pas juste raconter des histoires, mais juste offrir des expériences à partir de choses qu'on vit qui sont informes, puis stressantes, difficiles à comprendre. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à Jean, qui est sur un projet de livre hybride. Là, je le motive à faire quelque chose de funky, là, de sortir des rangs des projets très intellectuels. Je suis comme, mets des photos, fais un scrapbook. Puis là, il est comme très enthousiaste. Je pense que ça, c'est le fun. Ça annonce peut-être que Jean va faire quelque chose pour le public. Puis moi, ça me rendrait très heureuse. Il devrait faire un livre, mais qui vient dans un meuble. Je trouve que ça n'a jamais été fait. Comme dans Seinfeld, un coffee table book sur une coffee table. Bon, j'ai dit Seinfeld. On écoute trop de télé, c'est ça qui arrive. Ah oui, ça, c'est sûr que oui. Ouais. Mais l'autre truc qui m'a fait du bien aussi, c'est puis tu sais, en suivant un peu la logique de mes conversations avec Jean, c'est lire des essais pour donner justement comme des outils pour comprendre ce qu'on vit. Là, ça me fait beaucoup de bien. Quand on retombe dans les trucs de philosophie, recontextualiser, sortir des angoisses comme qui nous étouffent pour avoir comme une perspective. Puis le temps manque souvent pour ça, parce que des fois, c'est des récits ou des essais plus exigeants. Puis là, ça m'a fait beaucoup de bien. Jean m'a comme redonné ça. Sinon, ben, mes projets, c'est la ville. C'est mon obsession de documentariste. Fait que la ville va pas super bien ces temps-ci, fait que mes projets sont comme un peu en suspens, puis les voyages qui vont avec, mais ça m'a donné aussi beaucoup de recul pour
explorer la campagne, filmer des choses de fun comme des fleurs et des animaux, mais me rappeler que la ville reste quelque chose qui me manque et que j'ai hâte de voir revivre aussi. Ouais. En fait, à cette étape-ci, c'est ça, la ville est comme obligée de se confronter un peu aussi, donc qui était quelque chose qui avait pratiquement jamais été vu. Là, c'est une mouvance, mais depuis des grandes guerres ou depuis des attaques particulières, c'est rare qu'on voit la ville être obligée de réagir aussi violemment à quelque chose d'aussi soudain qu'un exode. Donc, à la limite, tu vas voir, ça va être du matériel. C'est ça. Si la pandémie me laisse quelque chose de créatif en dehors de ce projet qu'on a fait tous ensemble, ça sera ça. Les traces de la pandémie sur la ville. Puis, Olivier, toi, t'enseignes encore beaucoup. Est-ce que tu enseignes encore cette session-ci? Donc, est-ce que tu peux te déplacer ou c'est entièrement par Zoom? Non. Ouais, j'ai eu la chance, moi, dans la dernière session, d'enseigner en live, en personne, parce que je donnais un cours justement de projet de film, qui était de faire un film. Donc, c'est comme un labo, là, ça ne se donnait pas comme à distance vraiment. Fait que j'étais un des privilégiés de mon cégep à pouvoir y mettre les pieds. Mais là, j'ai terminé mon remplacement, donc je n'enseigne plus pour le moment cet hiver. Mais c'est ça, non? Moi, si pour ta question, je dirais, moi, ce processus-là, de ce court-métrage-là, ce film-là, a touché à des choses qui m'intriguaient, qui m'intéressaient avant, puis qui continuent à m'intéresser, puis particulièrement l'automobile. Qui est, dans le fond, dans mon film, c'est un peu le concept visuel. On a c'est des parkings vides qu'on voit à peu près tout le long, ou des cours à scrap. Là. Fait que l'automobile comme objet, comme symbolique, comme machine, m'obsède. Et donc, je vais continuer à travailler. J'ai un projet là-dessus, puis fait que ça continue. Mais sinon, pour la pandémie comme telle, est-ce que je vais continuer à m'intéresser à ça professionnellement ou quoi? Je vais te citer un Malcolm Guy qui m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté au début, quand j'ai commencé à l'assister dans ses documentaires il y a très longtemps. Il me disait en documentaire, quand tu as un problème, filme ton problème. Parce que tu ne sais jamais si finalement ça ne va pas être ça ton film. Tu sais. Puis comme de fait, je pense que la pandémie, c'est encore un problème. Puis ça risque de l'être encore pour un petit bout de temps. Fait que par défaut, je pense que je vais continuer à filmer un petit peu de la pandémie, malheureusement. Puis j'espère que non, mais je pense que ça va être ça. Je renvoie vers Nicolas. Donc, tu te gardes pas mal occupé, tu as ta propre boîte de prod aussi. Donc, est-ce que tes activités ont été ralenties ou au contraire, tu creuses à fond tes prochains projets? Entre autres, j'ai un film sur lequel je travaille depuis 2016 que je suis en train de terminer vraiment maintenant, là, dans les prochaines semaines. Et puis, ce que je pourrais dire, c'est que dans ce film-là, qui est quand même assez rempli d'espoir, les réflexions que j'ai eues, les échanges que j'ai eus pendant le processus pour le projet de la courbe n'y apparaîtront peut-être pas ou très subtilement, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je n'avais pas de réponse avant. Maintenant, j'en ai peut-être pas plus, mais j'ai des intuitions plus fortes, disons. Et je suis pas mal sûr que ces intuitions-là que je dévoilerai ce soir après 1h20 de Zoom. Mais je suis assez sûr que celles-ci, elles vont transparaître dans un film que je vais faire. Donc, je ne sais pas si ça va être très visible dans ces films-là, mais j'en sors indemne, disons. Donc, une expérience très constructive. En fait, je pense qu'on se le souhaite tous de sortir indemne de ça. Donc, nous, individuellement, et nos familles et les gens qui nous sont proches, là, on souhaite tous de sortir de ça le moins affecté possible. J'envoie mes bonnes vibes à Marie-Julie et Jules. Voulez-vous
Vas-tu recommencer à tourner bientôt, Marie-Julie? C'est quoi ton mood? Le mot de la fin? J'espère que mon mot de la fin, j'espère que mon prochain gros move, ça va être de sortir le film que je devais sortir cette année. C'est vrai. Tu as quand même un film qui est en attente que les cinémas ouvrent. Oui. J'ai travaillé les 5 dernières années, maintenant 6, sur un film, sur un documentaire sur le pouvoir de la musique que j'ai fini de mixer en fin février. Bang! Alors là, on attend. C'est un film qui parle beaucoup du pouvoir de la musique, justement, puis à quel point c'est rassembleur. Puis que, ça se regarde mal là, à 4 dans une grande salle. Il faut être collé. J'essaie de le retenir. On va voir jusqu'à temps on a la passion de le retenir. Fait que ça, c'est comme. Et puis sinon, il y a plein de projets, mais là, je ne vous raconterai pas ça, là, mais tous ces projets-là. Mais c'est sûr que moi aussi, un petit peu comme Olivier, on dirait que je ne suis pas capable d'arrêter de filmer. En même temps, je n'ai pas vraiment d'idée pour la suite. Jules, ça a été vraiment. On est rendu ailleurs. Mais on dirait que tu dis, OK, on est encore dedans, là. On est vraiment encore dedans. Puis c'est encore. L'autre fois, je suis juste sortie sur mon balcon à 8h30 faire des shots, du couvre-feu. Mais bon, vraiment faire un film avec ça, non, mais je me dis que ça sera au pire des archives familiales. Voilà. Hey, on souhaite bientôt que tout ça ne soit qu'un mauvais souvenir ou que ce soit du matériel, justement, dont on peut parler au passé. Je vous laisse là-dessus. Moi, j'en profite vraiment pour vous remercier vraiment beaucoup de la confiance que vous nous avez conférée. Donc, au nom du studio documentaire, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie aussi toute l'équipe du studio doc à l'ONF, donc Nathalie Cloutier, Mélanie Lanier, Gabriel Dupont, Joël, Sia, donc Alexandra Bourque, Shinda, toute notre équipe que je trouve vraiment géniale. Je vous remercie d'être embarqué dans le projet. Je remercie beaucoup l'équipe de Plein Écran de nous avoir un peu accueillis dans leur environnement. Je les félicite aussi pour une autre année vraiment remplie de courts-métrages et de films vraiment superbes. Puis, je souhaite un peu individuellement à chacun de vos films de suivre un peu sa voie puis de continuer un peu à leur manière de témoigner de ce moment à la fois dramatique et à la fois rassembleur qu'on aura vécu tous ensemble. Puis, je nous souhaite en fait beaucoup de santé puis une très meilleure année 2021 que l'année 2020. Fait que je vous souhaite de vous revoir tous individuellement le plus près possible quand la santé publique nous le permettra. Puis je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir fait partie de l'aventure. Merci à toi. Merci. Merci, Pierre-Mathieu. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci à l'ONF. Merci, Pierre-Mathieu. Bravo, tout le monde. Prenez soin de vous.